Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la troisième édition de Duel au numéro 18. Mes invités, Oufia Boudali de Young Thinkers Mauritius et Catherine Boudet, socio-politologue. Top générique. Catherine Boudet, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Oufia Boudali, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Vous êtes aujourd'hui les deux invités de Duel au numéro 18. Première question à Catherine Boudet. Comment vous voyez un peu cette partielle au numéro 18? Cette partielle au numéro 18 qui est une élection un peu hybride, on dirait. On a l'impression que la partielle, c'est un peu un lot de consolation pour des partis et des candidats qui auraient préféré avoir des élections générales. Et ensuite? Et donc ces frustrations-là se reportent sur les dynamiques qui sont en jeu dans la partielle. Et pour Oufia, qui est un électeur au numéro 18, vous vivez au numéro 10, comment vous voyez un peu cette partielle au numéro 18? Ben pour moi, c'est un folklore, c'est juste un folklore, les élections dans le numéro 18. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans notre pays qu'il y a des élections partielles. Ça n'existe pas ailleurs, d'accord? Dans tous les pays civilisés, enfin, je veux dire civilisés, les pays que j'ai connus, ou dont je suis la politique, ça n'existe pas des élections partielles. Par contre, chez nous, c'est un folklore. Chacun sort ses attirails et puis voilà, on va essayer d'appâter le peuple. La qualité, Catherine Boudet, la qualité des candidats, ça pose question? La qualité des appâts? Des candidats, pas des appâts. Vous voyez ça, des appâts, oui. La qualité des candidats? Les candidats sont dans une logique de chercher le fameux renouveau que la population demande tant. La question qui se pose, c'est est-ce que ces recherches de renouveau sont crédibles? Parce que, alors nous avons les partis mainstream traditionnels, bien sûr, qui sont en lice. Nous avons des partis extra-parlementaires qui viennent avec, pas nécessairement des candidats très médiatiques, mais eux qui viennent avec des idées. Et c'est intéressant d'avoir la rencontre des deux, la rencontre des idées des partis alternatifs et les partis mainstream. Et ensuite, on a aussi des sécessions de partis mainstream qui sont devenus des nouveaux partis comme, par exemple, le MP. Et donc, finalement, les élections au numéro 18 sont une forme de level playing field pour tous ces différents candidats. Même chose, Oufia? Je vois ça différemment. Les élections dans cette circonscription, ce n'est pas une élection où les 4 bornés vont gagner quelque chose. Déjà, le mot d'ordre a été « je démissionne parce que c'est une élection référendum ». Bon, on ne fait pas une élection référendum de cette façon. Parce que, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez toujours les mêmes partis, c'est une bagarre de partis. Les 4 bornés ne sont pas gagnants dans cette bagarre. C'est les partis qui se bagarrent. Le citoyen 4 bornés, il n'a rien à gagner là-dedans. Vous n'avez rien à gagner, vous? Je n'ai rien à gagner dans cette élection. Je le pense sincèrement. Vous êtes du même avis, lui, il est électeur, il n'a rien à gagner? Moi, je ne suis pas électrice, je suis observatrice. Alors, sur la question de qu'est-ce qui a trigger l'élection, c'est intéressant de voir que, quelles que soient les motivations autour, quelles que soient les motivations de Rochie Badin, mais sur le topic, sur le sujet qui a trigger la démission et donc ces élections, c'était quand même un thème d'intérêt général, c'était la question du métro, enfin, qui est en réalité un tram. Mais toujours est-il que l'argument qui était amené à ce niveau-là, c'était est-ce que le tram ou le métro express est d'importance pour la population quatre-bornaise et pour la population mauricienne. Bon, bien sûr que ensuite, quelles sont les stratégies qui vont autour, ça c'est une autre... Et quelles sont effectivement, est-ce que vraiment des questions d'intérêt général
vont être solutionnés au profit des électeurs et au profit des 4 bornés, bien sûr que ça, c'est une grande question qui reste... Quel est le nombre de candidats qu'on sait va l'heure du jour là? Est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie? Qu'est-ce qui est bon pour la démocratie? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour la démocratie? La façon dont ces élections sont en train de se dérouler, je ne crois pas que ça a quelque chose à voir avec la démocratie. Si on dit que la démocratie à l'île Maurice, c'est uniquement d'avoir le droit de vote, donc la démocratie n'a aucun sens. C'est une rhétorique qu'on est en train de nous faire avaler depuis 50 ans maintenant. Cette élection, comme je vous l'ai dit là il y a 2 minutes, cette élection ne rapporte rien aux 4 bornés. C'est une élection de parti. C'est qui va afficher ses couleurs, qui est le plus fort et qui, dans un an, un peu moins d'un an, c'est ça, va être le parti qui va diriger ce pays. Pour la politologie aussi, c'est la même chose, c'est la même rhétorique pour vous? Je pense qu'il y a une... Alors en fait, il y a un paradoxe. Il y a un manque d'élections à Maurice, en règle générale, parce que les Mauriciens n'ont le droit d'élire que leurs parlementaires. Au niveau des élus nationaux. On a, pour le moment, on n'a pas d'autres élections que les parlementaires. Donc clairement, le poids de l'électeur dans la démocratie pèse très peu. Et la réaction à ça, c'est qu'effectivement, on a une inflation de demandes on veut des élections générales. On a l'impression que les élections générales à Maurice, on est toujours en train de demander des élections générales. Donc, or, la démocratie, c'est pas changer d'élu tous les ans ou tous les 2 ans. Ma question était, est-ce que le nombre de candidats, on en a pas su au-delà d'une douzaine, parce que c'est bon pour la démocratie, on a on a des partis mainstream, on a des partis qui sont là depuis 10 ans, on sait de quoi, il y a des nouveaux partis, j'entends encore un aujourd'hui qui a l'intention de poser, il y a des individuels aussi, il y a des candidats indépendants aussi. Oui. En fait, effectivement, pour répondre à votre question sur le nombre de candidats, en fait, ce qui n'est pas tellement important à mon avis, ce n'est pas nécessairement le nombre, mais c'est la diversité des candidats. On a des candidats indépendants, on a des candidats de partis alternatifs, on a des candidats de partis mainstream, on a des candidats qui ont changé de parti entre-temps, on a des candidats qui étaient mainstream et qui ont fait sécession, comme je disais tout à l'heure. Donc, on voit que les dynamiques de la démocratie mauricienne sont en train de se diversifier. Ça, c'est intéressant. Après, il y a aussi autre chose qui est intéressant par rapport à la différence par rapport aux élections générales, c'est que dans les élections générales, tout le temps, on se retrouve avec des grosses alliances, des gros blocs. Et là, on n'aura pas de bloc pour une élection partielle. Il n'y a pas de bloc, il n'y a pas d'alliance. Encore. Mais en tout cas, justement, pas encore. Mais ben oui, c'est parce qu'on doit voter pour il y a un seul siège en liste. Il y en a qui se désistent, il y en a qui ne mettent pas de candidat. Il y en a un, il y a quelques temps de cela, il s'est désisté pour quelqu'un d'autre. Ça a déjà commencé, en fait. Les tractations ont déjà commencé, au détriment du peuple, bien entendu. Mais toujours est-il que, effectivement, sur les stratégies des candidats, je rejoins un peu la position de Oufkir qui disait que finalement, ça reste une bataille de partis. Tout à fait, de couleurs. En fait, ça reste une bataille d'élites qui veulent rentrer au Parlement. En fait, pour les mainstream. Et après, on a quand même... Bon, il faut quand même voir les partis ceux qui amènent des idées, et les candidats qui n'ont jamais posé au Parlement et qui amènent des idées aussi, et qui, eux, ils vont peut-être pas rentrer, mais je pensais aux élections de 2014, où on a eu le cas, donc là c'était des élections générales, c'était pas des élections partielles, mais plus de 6 mois avant les élections, on a eu quelqu'un, c'était Alain Bertrand d'ailleurs, qui en février 2014 sort un programme. C'était la première fois, je pense, que quelqu'un sort un programme électoral en dehors des élections. Et à la suite de ça, une initiative individuelle a entraîné, a obligé les autres candidats à s'aligner et à mener des programmes consistants. Donc, dans cette élection partielle, j'espère que des initiatives comme ça vont justement trigger
peut-être quelque chose Mais de c'est plus pas, nouveau. ok, c'est pas trop bonheur là. La question allait venir plus tard, mais vous abordez le sujet, donc il faut que je mette mes questions des autres pour les remettre en ordre. Et sur la question de programme, là, on a vu, il y a un parti qui a mis son programme, il a donné ses 12 points. Le candidat qui est député démissionnaire, il a mis son programme, il a mis son 12 points. Mais j'ai l'impression que ce programme-là, vous avez raison, ça n'intéresse pas les quatre abonnés, mais ça englobe tout l'île Maurice. C'est un programme électoral sur un plan national. Vous savez, vous prenez n'importe quel programme, n'importe lequel, des 50 dernières années. Prenez n'importe lequel. Il y a des archives, je conseille la population mauricienne d'aller regarder les archives des programmes que les partis ont présentés. Combien ont été réalisés? Freedom of Information Act, on en a parlé depuis des années. D'accord? Il y a des enfants qui sont devenus adultes aujourd'hui, on ne l'a toujours pas. Vous êtes journaliste. Je ne vous vois pas en train de critiquer ça. Vous êtes journaliste pourtant. Mais parce que vous êtes rentré dans une logique où c'est eux qui font tout et c'est eux qui dirigent tout. Et à chaque fois qu'on va avoir une élection, que ce soit une élection partielle ou une élection générale, il y aura toujours une idée conducteur qui va faire que vous allez voter pour un tel ou un tel. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, ce ne sont que des couleurs. Rouge, bleu, jaune, vert, mauve, violet, maintenant de toutes les couleurs. Ils arrivent à même inventer des couleurs. D'accord? Mais les idées sont les mêmes. La façon de faire les choses sont les mêmes. Le système est toujours le même. L'idée de diriger et d'être au pouvoir, et pourquoi être au pouvoir, sont les mêmes. Vous avez un très grand leader incontestable qui a avoué, après une élection générale, qu'il a fait un mauvais choix. Il n'aurait pas dû faire l'alliance avec celui-là. Et l'autre, il a dit, il y a un autre, il avait fait alliance pour faire un gouvernement, et il y a une aile de ce gouvernement qui est partie. Et tout le monde se rend compte qu'il se trompe tout le temps. C'est ça le problème. C'est quand qu'on voit les choses correctement. Quand? C'est pas eux, ils vont pas les voir correctement. Parce que nous sommes dans l'ancien siècle. Nos partis politiques sont d'anciens siècles, de l'ancien siècle. Nous sommes dans le 3e millénaire. Young Thinkers Mauritius, si présenter un candidat aujourd'hui, dans 4 bornes, qui ne va pas faire d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Pourquoi présenter un candidat alors que aujourd'hui vous avez des chefs de partis politiques qui ont la science infuse et le monopole du savoir? Donc, Catherine, c'est ce que OK est en train de dire, le programme, ça ne sert à rien parce qu'on entend de... Il est vrai qu'il a raison, parce qu'on regarde un peu les programmes, c'est presque la même chose, à quelques virgules et à quelque chose d'autre. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les programmes que vous avez vus, vous avez eu en main? Sûrement, on est en train de faire du canvassing, du porte-à-porte près de chez vous, on quitte des pamphlets dans votre boîte aux lettres. Vous avez vu, vous avez regardé. Est-ce que il y a un plan pour 4 bornes numéro 18 ou bien c'est un plan plus pour 2018, fin 2019? C'est un mix des programmes que j'ai vus. Il y a peut-être 2 programmes qui sont parus enfin, qui sont en circulation, sur les pare-brises des voitures. Oui, vous voilà. voulez dire, voilà. Mais en fait, alors, si on compare avec les programmes de 2014, et si je compare avec les programmes de l'élection générale de 2010, en 2010, déjà, quand on disait programme, quand on posait le mot programme, c'est comme si on avait invoqué Dracula. Le mot programme suscitait des réactions très étranges au niveau des partis. Donc c'était encore tabou, les programmes. Ça venait quelques jours avant les élections. Il y a eu un énorme changement depuis 2010, parce qu'en 2014, effectivement, je citais le programme d'Alain Bertrand qui est venu en premier, et puis ensuite tous les partis, y compris les partis alternatifs, sont venus avec les leurs. Et là, il y avait quand même des propositions très construites, surtout au niveau des partis alternatifs. Il y avait des propositions avec de véritables réflexions idéologiques derrière. Et on voit que même les partis mainstream ont dû s'adapter à cette logique et ont dû faire un effort. Un compromis.
Oui, ils ont dû faire un compromis parce qu'il fallait quand même, répondre à... C'était l'air du temps, les gens demandaient quand même des idées. Donc là-dessus, on a avancé. Parce que je redis, en 2010, quand j'avais comparé les deux programmes des deux alliances qui étaient en compétition en 2010, en fait, tous les points étaient les mêmes, peut-être à 2 exceptions près. Point final. Aujourd'hui, ces jours-ci, c'est une élection partielle dont il s'agit, c'est pas une élection générale. Mais effectivement, l'idée des programmes, je remarque qu'elle est maintenant enracinée, elle devient un exercice, on va dire, qui commence à se mettre en place. Après, certes, une élection générale ou une élection, en tout cas, à Maurice, c'est toujours une élection qui est de proximité. On va voter pour une personne. Donc, ce vote-là, je suis d'accord que les idées risquent d'être mises de côté parce que le vote, il est d'abord émotionnel. On va voter pour le leader pour lequel on a une attraction de type émotionnel et psychologique, et puis aussi parce que derrière cette emprise des partis, on veut que, en même temps que le leader, on veut que tel parti rentre au Parlement et que éventuellement ça fasse basculer la balance, etc. Donc c'est toujours un vote, c'est comme si c'est comme le shampoing 2 en 1. Il y a le shampoing et l'après-shampoing. Donc c'est un vote 2 en 1, c'est un vote à la fois pour un leader et à la fois derrière, ça reste un vote pour un parti. Ce que Catherine entendait, la personne qui va rentrer dans le Parlement au 18 décembre pourrait commencer une mayonnaise pour 2018-2019 offrir. Vous savez, encore une fois, je vais vous redire la même chose, c'est un folklore, c'est juste un folklore. C'est un folklore, ça n'a rien à voir, c'est pas sérieux, c'est pas une élection sérieuse, c'est pas quelque chose qui va changer drastiquement la vie d'un quelconque Mauricien demain matin qui est en difficulté, qui est dans la pauvreté ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'une question de bagarre de couleurs. Et Young Thinkers Mauritius, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Nous voulons des chartes. Nous voulons des chartes, une charte pour l'environnement, nous voulons une charte pour la santé, une charte pour l'éducation, une charte pour la bonne gouvernance. Nous voulons des chartes. Nous ne sommes pas politiciens, nous sommes penseurs. Nous sommes des jeunes, enfin pas moi personnellement, mais avec moi j'ai beaucoup de jeunes, très très jeunes, qui sont à l'université encore. Ils veulent penser à une autre ligne Maurice. Nous ne voulons pas être... Pourquoi ils ne participent pas? Ils sont jeunes, Je vais vous expliquer pourquoi. Ils peuvent participer dans le débat, être candidat, trouver 4 personnes pour signer, pour les soutenir. Il n'y a aucun problème pour ça. Trouver 1500 roupies, commencer une campagne. Je vais vous expliquer. Faire la campagne sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi. Vous pensez que nous, ceux qui sont en train de se faire diplômer à l'université et ceux qui sont encore d'être diplômés, qui sont déjà diplômés et qui aujourd'hui pratiquent ou quoi que ce soit, vous croyez que nous voulons rentrer dans cette bagarre de barbares là? On ne rentre pas là-dedans, nous. Bagarre de barbares. Excusez-moi, mais il n'y a qu'à regarder comment ils s'insultent les uns les autres. Il y a des mots, il y a des gens qui montrent leurs parties intimes, il y a plein de choses. Non, mais les parties intimes ne sont pas dans le débat. Les parties intimes ne sont pas... Excusez-nous d'être jeunes et de vouloir penser à une autre l'île Maurice. C'est tout à fait votre droit. Catherine Baudet, quel est l'enjeu, le véritable enjeu de cette partielle numéro 18, selon vous? C'est de remplir un siège au Parlement? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. De toute façon, je n'ai pas l'impression que la partielle change aucun rapport de pouvoir dans le Parlement. En tout cas, en l'état actuel des choses. Après, la question très inductive de monsieur Jean-Claude Leroy, c'est de dire est-ce qu'éventuellement ça peut donner lieu ultérieurement à des alliances, etc. Parce que la partielle pourrait être un gain de capital politique pour la personne qui le remporte. Si on pense à une personne en particulier et que cette élection peut faire pencher la balance en termes de stratégie interne de partis politiques. Là, vous pointez bien du doigt. Écoutez, je n'ai fait que suivre l'indication que vous m'avez donnée quand vous avez orienté votre question. Pour le 4 bonnets que vous êtes, oui. C'est quoi l'enjeu? À part Il n'y a pas d'enjeu. Mais quel aurait dû être l'enjeu? Posez-moi cette question-là. Ça, je peux vous répondre. Mais vous me demandez quel est l'enjeu. Je vous ai déjà dit. C'est une bataille de couleurs, c'est pour rentrer au Parlement.
pour aller au Parlement, pour faire quoi? Pour rester dans l'opposition et puis pour s'entendre dire au deuil et pour s'insulter les uns les autres. Nous, ça ne nous intéresse pas. Demandez-moi, quel aurait dû être l'enjeu? C'est quoi? Ça devrait être quoi l'enjeu de cette élection Voilà. en tant que quatre bornés? Voilà, ben moi je vais vous dire. C'est l'intérêt des quatre bornés. Réfléchir sur un quatre bornes moderne, réfléchir sur un marché moderne, réfléchir sur un système de transport moderne. Je ne rentre pas dans la polémique métro express ou pas métro express, tout le monde est d'accord avec le métro express. N'oubliez pas, Rochibada, il était d'accord avec le métro express, il n'est pas d'accord parce que ça passe sur la rue. Mais si ça passait là-haut, il était d'accord. D'accord? Donc arrêtez de me dire à moi que le métro express c'est un prétexte d'élection. Demandez-moi plutôt qu'est-ce que les quatre bornés n'ont pas aujourd'hui qu'ils devraient avoir. Ça, je peux vous répondre. Les Young Thinkers peuvent vous répondre à ça. Mais nous ne voulons pas rentrer dans comme je vous l'ai dit, je ne veux pas insulter personne. Je ne veux pas manquer de respect à personne. Ils sont vieux pour nous. Ils sont vieux pour ils sont vieux pour notre société. Ils sont vieux pour notre génération. Générationnellement. Il y a quand même pas mal de jeunes. Sont-ils vieux? Ils sont vieux. Non, mais il y Je a quand reprends même... là. Est-ce qu'ils sont vieux pour la politologue que vous êtes? Est-ce que les candidats qui sont là, leur message est vieux? Ou bien les personnalités même qui sont vieux? Non, on a quand même pas mal de candidats alternatifs. Bon, on a... Non, les candidats sont jeunes, mais Oui. les idées des partis... Non, mais c'est effectivement, de ça que je parle. les idées des partis alternatifs qui amènent des approches... on a le parti, on a le RCP qui se positionne en tant que centriste. On a Résistance qui se positionne en tant que parti écologiste alternatif. On a le parti de Jack Bislal qui vient avec encore le projet de réforme constitutionnelle, justement. On a quand même des idées qui sont très progressistes et qui méritent d'être entendues. Donc moi, j'espère que la campagne sera, pour le numéro 18, l'occasion de faire entendre ces idées-là et encore une fois qu'elles puissent, on va dire, irriguer le débat national. On est toujours dans le clash entre les deux. D'un côté les idées, de l'autre côté les dinosaures. Oui, tout à fait. À part ça, il n'y a pas d'autres enjeux? Si vous me permettez... Il y avait le principal enjeu, c'était le métro. On a l'impression que c'est plus le métro maintenant. De toutes les façons, le métro était le trigger de l'élection. D'accord. Qu'est-ce que l'élection va changer dans la mise en place du métro express? Rien. L'élection de 4 bornes ne va rien changer dans la mise en place du projet de métro express. Je suis d'accord. Moi, ce que je voulais dire, juste pour ne pas... Elle est observatrice et politologue, c'est ça? On peut dire ça? Voilà. Mais moi, je suis habitant de 4 bornes. D'accord? Et si je vous dis, pour moi, demain, si par exemple Young Thinkers Mauritius devait présenter un candidat, il ne serait ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni de l'extrême gauche, ni de l'extrême droite, ni de je sais pas quoi. Ce serait un Mauricien. Ce serait un Mauricien qui vit à l'île Maurice, qui vit ce que ce pays a vécu depuis 50 ans avec les partis politiques, qui a compris que tout ça, ça ne sert plus à rien. C'est générationnel, Jean. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est possible? Je sais que vous avez fait beaucoup de travaux. Est-ce qu'un Mauricien peut dire qu'il n'est pas dans le centre, dans le droit, dans la gauche, dans l'extrême droite, dans l'extrême gauche? Vous qui avez vous enseignez, vous avez montré à beaucoup de jeunes, moi aussi y compris, la politique à la façon, à la sauce mauricienne. Est-ce qu'un Mauricien peut se présenter avec l'identité mauricienne alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de petits à côté qui font qu'un candidat est choisi par rapport à une circonscription comparée à un autre? Moi, j'ai un souci avec cet argument de communauté ou mauricien, parce que ce débat-là, c'est un débat qui a été cadré par rapport à l'époque de la décolonisation. À l'époque de la décolonisation, la question des communautés ou du mauricianisme, elle avait sa raison d'être. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a un État indépendant, tous les citoyens sont égaux, indépendamment de leur communauté, de leur religion, etc. Donc venir mettre les communautés dans le bain, c'est faire dévier le débat démocratique. Maintenant, je reprends cette idée de qu'est-ce que 4 bornes a à gagner de l'élection.
au numéro 18. L'élection partielle, c'est une élection pour mettre quelqu'un dans le Parlement, c'est-à-dire c'est une élection nationale. Le député qui est élu, d'accord, il représente sa circonscription, mais il est en priorité le député... laissons les partis de côté, mais il est le député au niveau national. Si je parle de 4 bornes, la défense des intérêts de 4 bornes, cela relève de l'administration locale et de la municipalité. Prenez un cas tout bête. Puisqu'on parle des intérêts de 4 bornes et des 4 bornés, on a le problème de la peste à Madagascar, avec les risques de contamination possibles, parce que si les bateaux arrivent, etc., à Maurice, avec des rats de Madagascar, la peste peut se répandre. Il y a des mesures qui sont mises en place au niveau national, au niveau du port, pour la dératisation. C'est bien ça. 4 bornes, on est infesté de rats. Moi aussi, j'habite à 4 bornes. On est infesté de rats. Est-ce qu'une politique de dératisation doit passer par le Parlement? Non. Une politique de dératisation doit passer par la municipalité. Tout à fait. Donc effectivement, le sort, l'avenir et la qualité de vie de 4 bornes ne dépend pas des élections générales. Elle dépend du travail de la municipalité. Tout à fait. Donc, à quel genre de campagne vous vous attendez, Koufkia? Quel genre de campagne électorale? Ben, la campagne électorale bat son plein, hein. Vous avez qu'à ouvrir... Non, et officiellement, elle n'a pas commencé. C'est ça le problème. Mais vous avez C'est qu'à ça le ouvrir, problème. vous avez C'est qu'à ça le ouvrir problème. Internet, vous allez sur YouTube et vous allez voir que la campagne, elle est déjà partie. Et c'est une campagne, chaque campagne électorale mauricienne, elle est calquée toujours sur les autres campagnes qui ont déjà existé. Ici, on a une façon de faire. Il faut des banderoles, des ballons, des ceci, des cela, des delocs, un peu de tam-tam, un peu de oui, mon leader, c'est tout ça. D'accord? L'élection intelligente, elle n'est pas encore arrivée à l'île Maurice. Elle va arriver. Et c'est générationnel, comme je vous dis, c'est une question de temps. D'accord? Ce ne sera pas dans 2 ans, ce sera peut-être dans 7 ans. D'accord? Mais c'est générationnel. N'oubliez pas, vous aviez Valéry Giscard d'Estaing. Après, vous avez eu Mitterrand. Valéry Giscard d'Estaing, 10 ans. Mitterrand, 12 ans. Après, vous avez eu Chirac, 12 ans. Non, Chirac, Ouais, je me souviens. 14. 7 et 5, oui. 7 et 5, 12. 12. D'accord? Vous avez eu Chirac, 12 ans. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez eu? Sarkozy. Nouvelle génération. Et après, tu dégages Hollande. Nouvelle génération. Et après, tu dégages un mec qui n'a pas 40 ans. Qui n'avait pas 40 ans au moment où il a été élu président. 39 ans, Emmanuel Macron. C'est générationnel, on ne peut pas empêcher ça. C'est générationnel. C'est comme chez nous. Vous avez eu Papa Ramgoolam, Papa Jagannath, fils Ramgoolam, fils Jagannath. Disons que fils Jagannath, on a commencé déjà maintenant à changer de génération parce que lui, il a pas 60 ans. D'accord? C'est vrai. Et c'est générationnel. Vous n'y pouvez rien. Tous ceux qui sont en train de croire qu'aujourd'hui, leur couleur politique, leur parti politique, leur ancienne façon de penser, les années historiques, le parti Intel, le parti historique de telle année, le parti historique de telle année, le parti historique de telle année, ça va être détruit tout ça. C'est la nouvelle génération. Et pour vous, Catherine Boudet, à quelle campagne vous attendez, vous? De la part des petits partis, des grands partis, des mainstream, des émergents? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, franchement, vous dire, je suis dans l'expectative. C'est-à-dire, j'attends de pouvoir observer. Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est la première fois que j'assiste à des élections partielles à Maurice. J'ai déjà assisté à des élections générales au moins 3 fois. Mais c'est la première fois que j'assiste à des élections partielles. Donc, sur ce point-là, je reste dans l'observation. Est-ce que c'est pareil comme une élection générale? Vous voyez que c'est pareil, les enjeux, les forces qui sont en place, la façon de faire la politique, de choisir les candidats, d'annoncer les candidats? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on reste dans une logique très élection générale et surtout que, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de frustration. C'est une élection par défaut. On se rabat sur des élections partielles parce qu'on aurait aimé en réalité avoir des élections générales. Beaucoup, c'est
cette approche-là moi, c'est ce qui m'a frappée. Sûrement tous les deux, vous avez vu, il y a 3 partis qui ont vraiment lancé. Le MMM a lancé sa campagne, le PMSD il y a quelques jours, le MP a annoncé sa candidature. Comment vous voyez un peu la méthode, les outils qui ont été utilisés vraiment pour commencer à faire bouger les choses sur le terrain? Oufkir? Comme Vous savez, récemment, là, j'ai vu, il y a commencé à avoir une bagarre de banderoles. Après, il y aura bagarre des posters. Il y aura toujours cette histoire il y a des gens qui vont aller coller des affiches et vous allez avoir des coups de sabre, des bouncers, des choses comme ça. Un pays intelligent, comme on existe déjà, vous savez, les best practices, on peut aller les voir. Il y a une réglementation pour mettre une banderole, il y a une réglementation pour mettre un poster. Vous ne pouvez pas mettre un poster à moins de tant mètres de tel endroit, d'une école ou d'un centre de vote. Vous ne pouvez pas utiliser, ici on utilise des banderoles à tout escient. Il y a un avion qui atterrit à l'île Maurice pour la première fois, vous avez une banderole. Il y a une association de ceux qui se prétendent des socioculturels, association des musulmans, association des hindous et tout ça, ils mettent tous des banderoles. C'est un micmac d'informations que les gens ne comprennent pas. Notre génération, nous ne comprenons pas ça. Ce n'est pas notre méthode de communication. Ça, c'est vieux. En fait, c'est une... Pourtant, mais ça peut être vieux aussi. Non, mais c'est une colonisation de l'espace, c'est-à-dire c'est une occupation de l'espace. Pourquoi? Parce que c'est une élection éminemment territoriale. Les élections à Maurice sont très territoriales. On voit comment fonctionnent les agents. Quelle est la logique de recrutement des agents? C'est par rue, c'est par quartier, c'est très territorial. C'est vraiment des... Je vous coupe juste parce que après, je n'aurais pas, il ne va pas me laisser l'occasion de le dire, la colonisation de l'espace. C'est ce que vous venez de dire, c'est très 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 exact. Colonisation de l'espace et au détriment de tout le monde, au détriment de la sécurité, au détriment de tout. Du visuel, vous le connaissez, vous savez qu'est-ce que ça veut dire la pollution visuelle? Est-ce que les Mauriciens, ils ont conscience de ce que c'est la pollution visuelle? Vous savez le stress que ça cause, la pollution visuelle? En fait, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils l'ont intégré. Voilà. Donc, ça veut dire trouver des banderoles à tous les ronds-points, à tous les peintures, toutes les peintures. Nous, les Young Pinkers, on ne veut pas les voir. C'est démodé, vous qui... C'est pas démodé, nous, on ne veut pas les voir. Parce que, je vous dis, c'est un stress visuel, c'est un stress environnemental. C'est occuper l'espace public parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de système établi, il n'y a pas de règles, il n'y a aucune règle établie. Nous voulons des règles, nous allons mettre des règles. Comment vous allez mettre des règles? Quand nous serons candidats. Avec qui vous allez mettre ces règles-là? Nous allons mettre des règles. Déjà, il faut commencer par les partis politiques, ceux qui abusent de ces règles. Mais s'il n'y a pas de règles, vous voulez mettre des règles, il n'y a pas de règles alors? Non, il n'y a pas de règles, mais on va cadrer. On pose la question, est-ce que c'est le commissaire électoral qui Ce n'est pas une question de commissaire électoral. Le commissaire électoral, on voit beaucoup que Alan Ganou, le commissaire électoral. Alan Ganou a demandé qu'il y ait des rencontres se fassent avec les campaign managers, les leaders, pour qu'on mette à plat, pour dire bon, on ne touche pas les bandes roses. Vous pensez que c'est une bonne chose, Catherine? Effectivement, il y a déjà eu des tentatives de réglementer ça, mais... sans succès. Tant que ce n'est pas légiféré, à mon avis, ce sera sans succès parce que entre les indications et ce qui se fait... tant que ce n'est pas légiféré, tant qu'il n'y a pas des sanctions, de toutes les façons... ça ne sera pas... Il y a aussi le fameux code de conduite que la commission électorale donne aux leaders des partis, aux candidats aussi, de suivre un peu pour que ça se fasse un peu plus gentiment, si on peut dire. Est-ce que le code de conduite est assorti de sanctions? Non. Quand quelque chose n'est pas assorti de sanctions, dans ce pays, ça ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord avec elle? Bon, moi je ne voudrais pas parler de sanctions parce que vous savez. Ça fait partie du folklore, c'est le folklore mauricien. Non, il faut d'abord. Il faut avoir des banderoles, il faut avoir des. Il faut d'abord mettre des règles, le système. Il faut mettre un système efficace, équitable pour tout le monde. Ça veut dire que si tu dépasses cette ligne, là on sanctionne. Mais on sanctionne comment? Pécuniairement, financièrement. Voilà. On sanctionne de cette façon. On ne va pas emprisonner des gens parce qu'il a découpé une banderole. On est bien d'accord. On n'en est pas là. On est bien d'accord. On est un pays intelligent de fait pas ça. Parler de Facebook, de porte-à-porte, de réunions, de congrès. C'est-à-dire c'est old stuff, old school pour
Pauvre qui est, donc il y a pas de... Là, on a parlé du banderole, qui coupe les banderoles, on est parti dans un chemin, mais j'ai pas entendu les trucs principaux, ce que tout le monde fait. Je pense, devant chez vous, vous avez quelques pamphlets, les candidats ont coulé des pamphlets. C'est une façon de faire la communication avec vous. Et j'ai pas entendu ça. Il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux. Après, j'ai entendu dire qu'il y a des clips qui se préparent, qui se font. Ça aussi, c'est la campagne. Ça aussi, c'est la campagne. Je peux vous répondre là-dessus. Je peux vous répondre directement là-dessus et j'ai pas besoin de 2 minutes pour répondre sur cette question. Les Young Thinkers, c'est des gens du futur. Ceux qui sont là, c'est des gens du passif. C'est des gens du passé. Et ils ont un passif vérifiable, quantifiable. Ils ont des bilans. On a juste à les regarder. Nous sommes les gens du futur. Mais sur Facebook, effectivement, il y a une guerre, bien sûr, il y a une guerre de com, il y a une guerre entre partis, entre candidats sur Facebook, bien sûr, oui. Et puis, y compris beaucoup d'attaques personnelles. Les principes, de ce que je remarque des stratégies de positionnement des candidats dans cette élection partielle au numéro 18, c'est que il me semble que les propositions, les fameuses propositions en 12 points, ça fait partie du menu, on va dire maintenant, c'est devenu un élément du jeu, mais les principales stratégies, c'est de dénigrer son adversaire. Ça, c'est constamment, c'est tous les jours. Mais sur aussi, Facebook. on peut voir que tel candidat était au marché, tel candidat était dans un quartier, tel candidat a ceci, il a dit cela. Vous voyez des équipes de communication sont en train de monter comment la campagne se fait. Ça ne s'est pas vu en 2014. Bon, peut-être on a vu des meetings, des grands meetings en direct sur Facebook. Maintenant, on a du Facebook Live. Vous avez un congrès, vous restez à la maison, vous regardez le congrès si vous avez le temps. Tout ça change. C'est une façon que la technologie s'est intégrée dedans. Là, on n'est pas en arrière, on est dans le temps. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les vieilles stratégies sont reprises dans les stratégies de médiatisation, de com, Facebook, réseaux sociaux, etc. Parce qu'on reste quand même beaucoup sur... Alors effectivement, c'est une élection très locale, c'est très proximité, mais en même temps, on voit qu'au niveau des arguments, on n'a pas évolué au niveau des arguments parce que c'est toujours dénigrer son adversaire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on écoute les discours des candidats ou des partis, qui est-ce qu'ils vont cibler? Les candidats vont dire le dénigrement est toujours proportionnel au degré de dangerosité de l'adversaire. C'est-à-dire si tel candidat estime que son adversaire c'est celui-là, il va dénigrer celui-là plus. Si tel candidat estime que celui-ci c'est son adversaire direct, il va dénigrer celui-ci plus. Donc c'est intéressant de voir les discours de dénigrement, parce que les discours de dénigrement vous indiquent que celui que je dénigre le plus, c'est celui qui est pour moi le plus dangereux. Je peux vous répondre, il n'y a aucun souci pour moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est assez ironique d'ailleurs. Comment on juge un bon candidat ou un bon parlementaire ou un bon... On parle du candidat, parce que oui, le candidat, d'accord. Là, on est dans le candidat. Candidat parlementaire. Vous savez, quand vous prenez du basique, du lambda, de l'ancien siècle, vous mettez Internet, technologie avec ça. Qu'est-ce que vous comptez? Vous comptez les likes. Vous êtes en train de me dire, c'est le nombre de mains qu'il a serrées dans le marché, c'est le nombre de likes. Non, vous suivez. Attendez, laissez-moi finir. J'ai pas dit, à aucun moment j'ai dit que vous êtes en train de dire. Vous avez des photos, vous voyez Oui, et moi les je photos, regarde. il a rencontré des personnes que vous connaissez, vous voyez son discours sur Facebook Live. Je regarde tout ça. En 2014, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, c'est nouveau. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais l'efficacité d'un candidat, ça ne se juge pas par le nombre de likes, c'est le nombre de mains qu'il a serrées. C'est l'efficacité de ce qu'il a mis en place. C'est par là qu'on va le juger. Ce n'est pas le nombre de likes. Tout ça, aujourd'hui, cette surutilisation de la technologie, d'accord, est fait uniquement pour dénigrer, comme elle vient vous le dire. C'est pas moi qui va dire le contraire. Tout est fait de cette façon. Ceci dit, effectivement, les candidats capitalisent dessus, c'est-à-dire que la question du capital politique, qu'est-ce qui fait que le candidat est le plus éligible, on va dire. Et le plus éligible, c'est aussi quelle est sa popularité. Et donc, avant,
la popularité se jouait dans les meetings. Avant, on regardait combien de gens sont venus dans le meeting. Maintenant, effectivement, la popularité se joue à la présence sur les réseaux sociaux, la quantité d'occupation. C'est plus juste la quantité d'occupation du territoire. Maintenant, c'est la quantité d'occupation du réseau social aussi. Exactement. Et effectivement, là-dessus, cette stratégie de l'occupation de l'espace virtuel et physique, c'est là-dessus aussi que les candidats essaient de peser, parce que ça aussi, ça entraîne les voix. On sait que le vote est grégaire, on sait que les gens vont voter pour celui qui a le plus de chances de remporter. Et à un moment donné, ceux qui sont indécis vont pencher dans cette balance-là. Bon, c'est toujours à l'ancienne, quoi. C'est un peu à l'ancienne. La photo sur les journaux, la personne regarde dans 2 grands meetings du dimanche, avant une élection, elle regarde, bon, ici c'est plus beaucoup, je suis C'est dans une le winning team. constante, à mon avis, c'est une constante dans tous les pays, ça. Comment vous pensez que ces candidats sont accueillis au numéro 18? Peut-être ils sont passés chez vous, vous ont donné bonjour, votez pour moi, voilà, nous sommes le renouveau, la différence, donc on est là pour vous. Il faut que le Mauricien, Le 4 borné, le Belle Rosois. Non, je parle le 4 borné, les personnes de Belle-Rose et le Mauricien en général. Oui, il faut qu'ils sachent que si quelqu'un se présente devant votre porte, il faut l'écouter. Il ne faut pas l'insulter pour lui dire, vous savez, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai vu. Hein. Il faut pas. Il faut l'écouter. D'accord? Mais vous n'avez pas besoin de présenter une opinion. Vous n'avez pas besoin de mettre une banderole devant votre porte pour afficher votre couleur. Vous n'avez pas besoin de mettre un pavillon, un drapeau de ce parti parce que vous aimez tel et tel parti. C'est une opinion qui vous concerne. Si vous connaissiez l'importance de votre vote et l'importance que votre vote va avoir dans l'évolution de votre famille, vous ne voterez pas de la même façon que vous votez. Vous êtes d'accord avec lui, Catherine? De façon, comment les candidats, parce que je sais qu'ils sont briefs, il ne faut pas aller ceci, c'est ça, c'est le camp Intel, il ne faut pas aller là-bas. Plus facile, c'est notre quartier à nous, avec des sortes de chefs de tribus, des personnes clés. Je sais, c'est un moyen de faire la communication. Je sais qu'un parti est en train d'essayer de mettre ça sur place. Pas un seul, mais je pense à 2 partis qui sont en train de mettre des chefs comme ça pour essayer de faire gonfler, de gratter des voix. Oui, mais vous avez bien décrit la dynamique. À mon avis, vous avez bien décrit la dynamique. Bon, moi, je ne reçois aucun candidat chez moi, donc... Par exemple, pour passer. Non, c'est pas ça. C'est que je ne reçois aucun candidat chez moi. Je ne fais pas de favoritisme. De toute façon, je ne suis pas électrice. Oui. Donc, je ne répondrai pas... Enfin, je ne serai pas une... Est-ce que vous pensez l'abstention? Ceux qui ne vont pas aller voter, ceux qui ne vont pas aller voter pour X raison, Y raison, c'est le plus gros élément qu'il y a dans cette passée numéro 18. Parce que tous les partis politiques sont en train de lutter contre ça. Le plus gros pourcentage d'abstention viendront des jeunes, c'est sûr et certain. Dans les dernières élections, c'était le cas, il me semble, en 2014. Alors on est meilleurs analystes politiques que ceux qui veulent nous faire croire que c'est le contraire. C'est l'abstention pour vous? L'abstention des jeunes, pour moi, oui. Sans aucun doute. L'abstention... Moi, j'ai pas de problème avec l'abstention, en fait. Oui, c'est Parce un indicateur aussi. En fait, pour moi, l'abstention est un indicateur. Les politiciens ont toujours un problème avec l'abstention. Parce que l'abstention signifie un manque de légitimité, n'est-ce pas? Exactement. Donc forcément, les politiciens vont toujours chercher à lutter contre l'abstention. Mais en démocratie, j'estime, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète, à mon avis, la démocratie, c'est aussi le fait de ne pas vouloir choisir. Oui, le vote blanc devrait être démocratisé. Voilà, à partir du moment où le vote blanc n'est pas comptabilisé dans le système électoral actuel, effectivement, ça fausse les comptes. Donc finalement, l'abstention est une façon de s'exprimer aussi. C'est tout. On va parler un peu de ça. Vous pensez que ça va être un dédale, une mer d'argent, hein, parce qu'on entend déjà quelques bruits quelque part qu'on est en train de lancer des billets pour remplir des salles, pour remplir des meetings, pour faire des activités, d'aller quitter des pamphlets dans votre boîte aux lettres. Vous pensez que le facteur argent aussi pose la question, la fameuse question du financement des partis politiques? Écoutez, moi je vais vous répondre par
pas par mes réponses à moi, mais je vais vous répondre par rapport à une interview d'un ancien Premier ministre de notre pays qui avait donné une interview, qui avait dit qu'une élection générale, ça coûtait au-dessus de 500 millions de roupies. D'accord ? Donc, le facteur argent a toujours été un facteur, on va dire, ça fait partie des mœurs de nos élections. Mais vous avez des gens qui viennent solliciter de l'argent. Les bases, toutes ces choses-là. C'est des gens qui viennent solliciter de l'argent. Ça n'a rien à voir avec une communication de parti à public. C'est je te donne à boire, tu maintiens le truc, je fais livrer des Tupperware de biryani, et demain tu vas avoir poulet chop soy dans le pain. Je veux dire, c'est ça. Mais ils ont un travail aussi à faire. C'est quoi alors expliquez-moi, Jean-Claude, qu'est-ce que ce monsieur qui s'assoit dans un base peut faire comme travail avec moi? Il manque la présence du parti. C'est les partis qui financent ça, voilà. Jean-Claude. Alors arrêtez de me dire ce que vous êtes en train de me dire. Là, vous prenez vous-même, vous êtes en train de vous mettre. Moi, non, je sais que la personne est là. La loi, les bases sont là, les partis sont là. La loi permet d'avoir une structure. Exactement. De 100 mètres avant un centre de vote. Exactement. C'est ce que vous avez dit, mais il n'a pas défini, la loi n'a pas défini comment ça devrait être, comment ça devait être tenu. Est-ce qu'on devrait... pourquoi les jours des élections on ne vend pas d'alcool? Et pourquoi dans les bases on distribue de l'alcool à gogo? Vous savez, il n'y a pas un décalage avec la compréhension humaine là? Parce qu'on parle de vente, on ne parle pas de consommation là. Et vous, comment vous voyez ça? En fait, la loi a prévu d'encadrer les élections à l'intérieur des 200 mètres. Voilà, à l'intérieur des périmètres de vote, mais autour, non. Et effectivement, la commission électorale a compris que ce décalage-là posait problème. Et effectivement, ils ont commencé... Les électeurs aussi viennent regarder dans quel numéro, dans quelle classe ils vont aller. Il y a un côté politique, visuel, mais il y a un côté... Non, mais ça, c'est le jour des élections. Vous parlez des jours d'élections. Alors en fait, effectivement, la commission électorale a commencé à se rendre compte qu'on ne pouvait pas juste légiférer, réglementer à l'intérieur des périmètres. Il fallait aussi mettre en place comme vous disiez, les codes aller de au-delà conduite. des périmètres. Oui, c'est ça, et pouvoir au moins cadrer un petit peu l'activité des bases et tout, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a toute une économie de l'élection. Il y a une économie autour des élections. Bon, d'accord, les agents qui organisent les élections, en même temps qu'ils organisent toute l'activité... pas les élections qui organisent, toute la campagne. Les réunions, les congrès. Les réunions, les campagnes, les congrès, les rencontres, etc. Bon, bien sûr qu'au passage, il faut qu'ils aient une rétribution personnelle. Mais je veux dire, il y a une économie de l'élection et il y a aussi, vous disiez le folklore, mais il y a une forme d'activité sociale autour des élections. Parce que finalement, cette période de l'élection, elle est aussi vécue par les électeurs, par beaucoup d'électeurs, comme une période très particulière où il y a enfin un gain à gagner, parce que finalement le vote, on n'est pas encore dans une culture du vote citoyen, pour l'instant on est dans une culture du vote échange, c'est du vote monnaie. On vote et on va gagner quelque chose à la clé. Donc autour de ça, il y a toute une économie formelle, informelle, voire plus ou moins dérivant vers la corruption qui se met en place. Parce que cette période de l'élection, elle est passagère, elle est temporaire, donc il faut faire un gain maximum autour de ça. Est-ce que vous pensez avec la date du 17 décembre aussi, c'est une date assez spéciale aussi pour beaucoup de Mauriciens, ça? La proximité des fêtes de Noël, où tout le monde va être en train de... 3 ans que le gouvernement a changé, si on compte un peu... Oui, 14, 17. C'est très... Est-ce que vous pensez que la date aussi, ça va être un vote sanction ou bien un vote en faveur de ceux qui sont au pouvoir maintenant? Bon, de toutes les façons, moi je dis toujours que quand on analyse un phénomène politique, en tout cas moi je fais toujours attention de ne pas passer par-dessus la tête des électeurs. C'est à l'électeur de décider, c'est à l'électorat de décider. On verra ce que l'électorat a à dire. On verra quel est son choix. Est-ce que c'est une sanction? Mais cela, moi personnellement, je m'interdis de passer par-dessus la tête de l'électorat. Il faut laisser à l'électorat son choix.
Ça, c'est très important parce que c'est ça la démocratie. Donc il faut attendre. On ne peut pas faire des conclusions avant. Et l'élection, ce n'est pas une course de chevaux. Une élection, ce n'est pas un sport. On l'a trop déformé, on l'a déformé. On fait des pronostics sur les résultats des élections, etc. Moi, je m'interdis de faire des pronostics sur le résultat d'une élection parce que j'estime que c'est l'électeur qui doit choisir et il choisira le 17 décembre. Il choisira quand le moment sera venu. On ne peut pas se permettre de passer par-dessus la tête des électeurs. Il faut respecter le choix démocratique. Entièrement d'accord avec elle. Entièrement d'accord. C'est ce qu'on appelle free and fair election. Voilà. Mais malheureusement, c'est le Premier ministre qui a mis... Free and fair election, à l'île Maurice, je ne crois pas qu'on en est encore là. Non, mais Free and fair c'est election. bien sûr que c'est stratégique une date électorale. Est-ce que ça a été mis pour qu'il y ait un taux d'abstention maximum? Bon, on peut faire toutes sortes de suppositions là-dessus. Bien entendu que on sait très bien que la période des fêtes de Noël, à 3 jours, une semaine avant Noël, on sait bien que l'idée c'est que tout le monde sera occupé à faire autre chose, à dépenser son bonus de fin d'année, etc. D'accord. Là-dessus, bon, est-ce que les élections seront plus festives Est-ce que les élections seront plus festives cette année? Les élections vont être festives? Écoutez, je ne pense rien du tout. Quatre-Bonne qui est une ville. Non, pour moi, ça n'a pas d'importance qu'elle soit festive ou pas festive. Pour moi, elle doit être. Il faudrait qu'on rentre maintenant dans l'élection intelligente. Voilà, exactement. Dans l'élection intelligente. C'est bon, ça suffit. C'est quoi l'élection intelligente? C'était monsieur qui avait donné cette idée-là tout à l'heure. C'est à lui de définir l'élection intelligente. C'est quoi l'élection? Là où je vous renvoie la balle. Ah bah écoutez, je l'ai dit pas une fois, je l'ai dit maintes fois. On va commencer d'abord par le choix des candidats. Est-ce qu'on va continuer à avoir des marchands cotomulis, des gens qui sont indécents dans notre assemblée? On va commencer par là déjà. Vous savez, ça vient après. Si déjà. Je ne pense pas que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, savait que quelqu'un, après 2 années, va tirer sa langue en excusez-moi, c'est quand après pour vous? Smartphone. C'est quand après pour vous? Pour vous, c'est quand après? Parce que vous venez de dire, excusez-moi, oui, ça va venir après, mais pour vous, c'est quand après? Pour moi, après, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas après, alors, c'est maintenant. C'est maintenant. Oui, pour moi, après, c'est maintenant. C'est déjà commencé à inculquer. Et pourquoi vous ne mettez pas un candidat? Vous avez toutes les idées, vous pouvez faire ça. On ne met pas un candidat comme ça. Vous avez l'occasion, le 4 novembre, c'est dans quelques semaines. On ne met pas un candidat comme ça. On ne met pas un candidat comme ça. Nous sommes des gens réfléchis. Nous n'allons pas mettre un candidat pour mettre un candidat, Jean-Claude. C'est pas pour mettre un candidat qu'on va mettre un candidat. Nous allons mettre des gens intelligents. Nous allons mettre des gens qui n'aspirent pas à devenir que ministres PPS pour aller montrer des choses qu'il ne faut pas montrer dans l'Assemblée. C'est pas ce genre de personnes qu'on recherche, nous. Nous recherchons une autre intelligence. C'est pas cette intelligence qu'il y a dans l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça, je peux vous le garantir. Mais ce genre de message-là passe au niveau des électeurs, Catherine. Ben, écoutez, il n'y a pas d'étincelle sans feu, non? Il y a un côté folklorique. Il n'y a pas de feu sans étincelle, pardon. Dans l'électorat, il y a un côté folklorique. Bon, mais là, définitivement, avec ce qui s'est passé cette année, avec le dernier cas en date, l'histoire de la langue, je crois que les gens, il fallait peut-être arriver à des excès vraiment déplorable, malheureusement. Il fallait peut-être arriver à des choses inacceptables. Cette histoire d'insulter une journaliste en la traitant de femelle lycéen, l'histoire des WhatsApp indécents dans le Parlement. Je veux dire, à un moment donné, je pense que des choses sur lesquelles on a passé, qu'on a laissé couler, de plus en plus, les gens se rendent compte que ce n'est plus possible. On est arrivé à un point de non-retour. Donc je pense qu'on est quand même arrivé à un point de non-retour et que les électeurs maintenant vont quand même réfléchir un peu plus à savoir qui ils mettent dans le Parlement. Est-ce qu'ils vont mettre dans le Parlement des personnes qui justement ont une éthique plus marquée? Comment on va savoir? Comment ça va voir que ce député-là va les déconner, on va dire le mot déconner, et celui-là, il va pas... J'ai la réponse. On est dans la proximité. J'ai la réponse toute simple pour ça. On est dans la proximité, on connaît quand même les profils des personnes. J'ai la réponse toute faite pour ça. Je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Vous allez re-regarder mes interviews. Je vous ai toujours dit, on ne construit pas de château avec du vieux bois ou du bois de démolition. Mais c'est ça, c'est des jeunes bois, ça. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est générationnel. On ne va pas changer. Je ne suis pas en train de vous dire que dans 2 ans, moi je vais venir avec une équipe pour changer le pays. Mais je vous dis que c'est générationnel, c'est une question de temps. Ce ne sera pas dans 2 ans, ce sera dans 7 ans. Ce ne sera pas dans 7 ans, ce sera dans 12 ans. Mais ça arrivera, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que
En fait, tout le monde joue à l'innocent. Oh, on est choqué parce que tel PPS a fait telle chose, on est choqué parce que tel député a dit cela. En réalité, ces choses-là, elles se passent à des degrés différents. C'est pas la première fois qu'un député fait des insultes envers les femmes. C'est pas la première fois qu'il y a des choses, des actes indécents, bon, peut-être le coup des WhatsApp, ça c'est vraiment très nouveau, d'accord. Mais les comportements indécents, les comportements vulgaires, les propos violents, c'est une habitude dans la politique locale. C'est une habitude. Les gens ont l'habitude, sauf qu'on a toléré. On a toléré. Jusqu'à présent, on a toléré, et maintenant, on se rend compte que c'est plus possible. Ou bien ça se passait longtemps en vase clos. Maintenant, il y a tellement de télévision, de web TV. Maurice Info aussi, voilà. C'est une web TV. Maintenant, voilà. Le fait que ça se dit, on buzz, on fait le buzz, on fait les clics, on fait le trafic pour qu'il y ait plus d'audience. En fait, ce qu'il se passe, c'est le phénomène de miroir. C'est-à-dire qu'avant, quand on le savait, quand ça se faisait, effectivement, déjà quand ça se faisait dans des cercles, et que ça ne sortait pas, effectivement, donc on pouvait savoir le profil de tel personnage, de tel candidat, de tel député. Et c'était possible, effectivement, de contrôler. Après, ça commence à sortir, ça commence à être dans le débat public, ça commence à être dans les médias, etc. Là où ça devient inacceptable, c'est lorsqu'il y a le phénomène du miroir et que... ça sort dans le grand public. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la question, c'est toujours que les vampires ont peur de la lumière. Selon vous, quelle serait un peu la première action que le nouveau député pourrait prendre pour le numéro 10? Je vais poser ça, celui qui va peut-être mettre une croix à côté d'un candidat, ou ne va pas mettre, ou il va voter. Selon vous, quel est le truc le plus important de la circonscription numéro 18, Belle-Rose, 4 bornes? Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement le nouvel élu, c'est ça? Un nouveau élu, nouvel élu? Oui, le nouvel élu. Le nouvel élu, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il va faire comme première action super... Non, je ne peux pas vous dire ce qu'il va faire. Vous souhaitez qu'il fasse pour un truc qui vous gêne, qui pourrait apporter quelque chose dans le numéro 18, vous voulez numéro dire? 18, oui, numéro 18, oui. Comme je vous ai dit, le numéro 18, ça n'a aucun intérêt, cette élection n'a aucun intérêt pour le numéro 18, mais si je voudrais qu'il fasse une action concrète en entrant dans l'Assemblée, c'est d'apporter cette nouvelle vague de changement. Viens, rentre à l'Assemblée, parce que tu as été élu, et que tu as été élu en 2017, une élection qui ne devait pas avoir lieu, tu es venu, va t'exprimer comme moi je suis en train de m'exprimer aujourd'hui. Pour Catherine, qu'est-ce que votre nouveau député fasse pour Première votre ville? Première chose, les choses à faire pour la ville, c'est au niveau de la municipalité qu'elle doit faire. Exactement. Non, mais il a sa main aussi dedans. Hein. Il peut lever un téléphone, parler au maire, parler à un ministre. Qu'est-ce qu'il change? Qu'est-ce qu'il change? Non, mais que le député qui rentre au Parlement, je veux dire qu'il fasse son travail. Qu'il fasse son travail déjà de poser des questions parlementaires. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais on sait qu'est-ce qu'il va gagner. Hein. Le salaire, ça, on le sait. Bon, on va mais qu'est-ce qu'il... Quelle est son action? Le salaire, il a droit comme n'importe quel député. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais au niveau des questions parlementaires, il faut que, au niveau que le travail soit fait. Quelle est la première question parlementaire que vous voudriez qu'il pose? Peut-être à la rentrée en janvier ou à la rentrée en mars. Sur quel sujet concret pour le numéro 18? Le député n'est pas supposé poser des... En fait, le problème, c'est que lorsque les députés posent des questions pour leur circonscription, la plupart du temps, ce sont des questions clientélistes pour la circonscription, pour leur propre mandant ou pour leur propre circonscription. Et ça, je ne suis pas persuadée que ce soit la meilleure chose. Le député, il est là dans le Parlement pour poser des questions d'un niveau national, pas d'un niveau local. Il y a un problème, il y a un décalage à ce niveau-là. Pour offrir, à part d'une question, quelque chose qu'il pourrait faire, une question qu'il pourrait poser sur le plan numéro 18, sur le plan national? Comme elle vient de vous dire, toutes les questions relatives au numéro 18, c'est la municipalité qui prend les décisions et les responsabilités qui en ont la charge. Ce qu'il pourrait faire en tant qu'action dans le gouvernement, de toute façon, il ne rentre pas au gouvernement, il rentre dans l'opposition. Alors déjà, vous savez bien qu'il y a des groupes parlementaires
quelle place il va occuper c'est un petit peu la question que vous posez. On ne connaît pas déjà les candidats, on les connaît comme ça, de nom, on les connaît. Il ne fera pas d'action, c'est un siège. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un siège et un salaire, il n'y a rien d'autre, il n'y aura pas d'action. Parce qu'il y a des personnes qui sont au Parlement et je ne pense pas que la nouvelle personne qui va rentrer au Parlement va changer drastiquement demain matin le Parlement. Allez, s'il y avait une question à poser, moi je dirais que c'est le problème de la pollution. Le problème, attendez, si vous voulez des questions pour les députés qui manqueraient d'inspiration à la rentrée parlementaire, allons-y. Le problème de la pollution, Maurice est parmi les pays, Rosille, ça veut dire si Rosille, ça veut dire Port-Louis, 4 bornes, toute cette région de Plaine-Williams là, sans compter le problème des turbines du CEB à Port-Louis, Maurice est parmi les pays les plus pollués au monde. Alors peut-être si on pouvait suggérer des questions, une question sur qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour lutter contre la pollution et contre normaliser la réglementation sur les normes de pollution à Maurice. Deuxièmement, la santé des Mauriciens. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour la question de la santé et du cancer à Maurice? Tout à fait. Ça, c'est peut-être 2 questions d'urgence. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent, ceux qui vont être concernés par l'élection numéro 18. Je me rappelle de quelque chose là maintenant que Catherine a suggéré, cette histoire de pollution et tout ça, je suis entièrement d'accord avec elle. De toute façon, nous on est extrêmement entouré de pollution. S'il y a quelque chose qu'un député pourrait faire pour 4 bornes, c'est que de prendre en main toutes les petites jeunes filles qui sont en train de faire de la prostitution au vu et au su de tout le monde, pas loin de chez moi. C'est parce que je ne suis pas gêné par ça. Je me dis, vous savez Jean-Claude, moi aussi j'ai des enfants, je me dis comment ça se fait qu'une jeune fille d'un tel âge se met à faire de la prostitution. Obligée à faire de la prostitution, alors que nous avons des super grands députés ici qui prétendent être des super costauds. Hein. Alors, donc pollution, prostitution. Oui. On est clair. Oufka Boudali, merci beaucoup. Catherine Boudet, merci beaucoup. Plaisir de vous revoir sur le terrain. Merci. Bonne élection à vous. Merci de m'avoir invité. Et puis je remercie Catherine aussi. Je pense que c'était une très bonne discussion. Voilà. Merci.